Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité. Aujourd'hui, rencontre avec Christian Lespina, administrateur de l'association Hydraulique Sans Frontières, une association au service des pays en développement qui propose une aide technique dans le domaine de l'eau. Bonjour Christian, bienvenue. Bonjour. Alors, expliquez-nous déjà quel est votre rôle en tant qu'administrateur au sein de cette association. Au sein du conseil d'administration, chacun de nous a un rôle. Et comme l'association est basée à Chambéry, ils m'ont élu à l'unanimité représentant d'Hydraulique Sans Frontières auprès des instances nationales qui sont parisiennes. Et alors, comment est née cette association et depuis quand existe-t-elle ? En 1989, à Chambéry, il y avait le bureau d'études, il est toujours, le bureau d'études de l'EDF des grands barrages. Et les grands barrages des Alpes sont étudiés encore aujourd'hui là-bas. Et les ingénieurs partant à la retraite se sont dit que leur expertise reconnue pouvait encore être utile. Et se sont dit on pourrait faire de l'eau pour les pays du Sud. Et le fondateur de l'association, Brice Wong, a mis toute son énergie à créer cette association. Alors si aujourd'hui nous ne faisons pas de barrage, nous faisons beaucoup d'accès à l'eau potable des pays défavorisés. Et vous avez rejoint l'aventure il y a maintenant presque 10 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre cette équipe ? J'avais un travail très intéressant, mais c'était du business. Et je me suis dit que j'avais envie de donner une dimension éthique à ma vie. Et donc l'accès à l'eau potable, qui est souvent le verrou qui empêche le développement de ces villages africains que j'aime bien, était un point très important pour moi. Et donc aujourd'hui, je suis pleinement satisfait d'avoir donné cette dimension éthique à ma vie. Alors expliquez-nous quelles sont vos missions et vos projets dans les différents domaines d'action de votre association aujourd'hui. Ces villages les défavorisés qui n'ont pas accès à l'eau potable parce qu'ils sont dans des endroits du Sahel ou même en région tropicale ou suite au tremblement de terre à Haïti par exemple, les gens n'ont pas accès à l'eau potable ou boivent une eau détestable. Les chiffres officiels disent 1 million de personnes dans le monde n'ont pas accès à l'eau potable. 1 milliard de personnes, pardon. Moi, je crois que c'est pas 1 milliard. Je crois que c'est plutôt 3 milliards. 3 milliards sur 7 milliards de gens qui n'ont pas accès à une eau vraiment potable. Et ça me semblait un point très important. Accès à l'eau potable, mais aussi accès à l'assainissement, parce que ça ne sert à rien de laver l'eau, si on peut dire. Il faut d'abord ne pas la polluer, et l'accès à l'assainissement permet de ne pas la polluer. Et puis, une troisième domaine d'intervention qui est aller raconter aux jeunes, aux étudiants, ce drame de différence de niveau de vie entre les pays du Nord et les pays du Sud. Alors, quand on parcourt votre site internet, on voit que votre association a 3 valeurs, l'humanisme, solidarité et efficience. Est-ce que vous pouvez nous expliquer chacun de ces mots ? Oui, alors, l'humanisme, c'est la dimension éthique, parce que je pense que tous les hommes sont égaux. Faudrait que tous les hommes soient égaux. L'efficience, c'est bien les bons sentiments, mais il faut aussi avoir du savoir-faire, avoir des connaissances techniques pour trouver dans des endroits du Sahel, on le verra peut-être dans la vidéo, des endroits incroyables, trouver de l'eau dans le sous-sol, il faut avoir des connaissances techniques. Et puis l'humanisme, c'est pas la peine que je commande, je crois. Il y avait solidarité aussi. Ah oui, la solidarité. Alors ça, c'est un des moteurs de ma vie. Je pense qu'on ne peut pas être un homme heureux si, comme disait Gide, tous les autres hommes ne sont pas heureux. Est-ce que vous êtes la seule association aujourd'hui à être spécialisée dans ce domaine ? Non, on rencontre beaucoup d'associations en France déjà. Je connais beaucoup d'associations et nous nous sommes regroupés dans la coalition Eau, qui regroupe une trentaine d'associations que vous connaissez, le Secours catholique, le CCFD, Action contre la faim, WWF, qui font partie de ce collectif. Et ce sont des gens qui font vraiment de l'eau potable, comme nous. Mais notre petite association, Hydraulique Sans Frontières, est vraiment spécialisée dedans. Nous ne faisons que ça. Alors on va regarder quelques images de vos actions sur le terrain et on en parle juste après. Voilà, c'est l'inauguration. Ça y est, c'est parti. Ni le maître, ni la truelle, et ni le cordeau, comme ça arrive dans les ombres.
Montez. Oui, allez-y, continuez. Bastien, chante. Comment, en réalité, on peut sortir de la logique classique, n'est-ce pas, de projet en tant que tel, c'est-à-dire conçu par des techniciens et pour le compte des populations, pour véritablement s'adapter au nouveau contexte et aller plutôt renforcer l'animation du territoire. Donc Christian, on voit sur ces images que des villageois participent au projet, mais vous êtes aussi entouré de bénévoles, d'experts professionnels. Expliquez-nous comment vous fonctionnez. Hydraulique sans frontières est parti de retraités qui étaient des experts dans leur domaine, experts en géophysique, en hydrogéologie, des experts en calcul de béton armé ou en dimensionnement de tuyaux. Mais Hydraulique sans frontières, c'est pas une association de vieillards. Il y a aussi des jeunes étudiants qui ont envie de s'investir et même des actifs qui acceptent de prendre du temps sur leurs vacances pour aller sur le terrain. Et Hydraulique sans frontières, on a voulu associer à la fois l'expertise des seniors et le dynamisme des juniors. Donc on a mis en place le tandem junior-senior qui est redoutablement efficace. Alors ces projets nécessitent des financements. Quelles sont vos ressources à l'heure actuelle? D'où est-ce que vous avez besoin de dons? Est-ce qu'on peut passer à un autre sujet parce que c'est une question délicate? C'est un problème énorme pour nous. Alors il y a des gens qui nous donnent un peu d'argent et voilà, ils sont les bienvenus. Ça représente quand même des sommes relativement modestes. Il y a aussi quelques entreprises qui nous servent de sponsors pour tel ou tel projet. Et puis enfin, on reçoit des financements auprès des collectivités locales, communes, départements, agences de l'eau, qui nous financent à travers la loi Toilière, qui est la loi qui autorise les conseils municipaux à voter une subvention dans le cadre, par exemple, des villes jumelées ou des choses comme ça. Et puis, depuis 2007, la loi Oudin-Santini, qui permet de prélever 1% des factures d'eau des usagers pour développer des projets au sud, en Afrique, ou en Amérique du Sud, ou en Asie, pour développer des projets d'eau, d'assainissement ou d'accès à l'énergie. Alors est-ce que vous pouvez nous parler d'un projet qui vous a particulièrement marqué ? Nous sommes en train de finir un projet, c'est la délégation de Hydraulique sans frontières à Lyon qui est en train de finir ce projet. C'est un village qui m'est cher. En 2008, j'y suis allé. Il y avait à Oula, à côté d'Ouigouya, au nord-ouest du Burkina Faso, près de la frontière du Mali, la falaise du Bandiagara, connue par beaucoup de touristes. Il y avait là-bas un village avec des puits qui étaient au ras du sol, sans margelle, sans poulie. Des enfants tombaient dedans, des animaux tombaient dedans. L'eau était très mauvaise et les gens vivaient là-dedans.
Donc le projet, avec des financements, en particulier du Grand Lyon, nous ont permis de construire des margelles, d'installer dedans une innovation africaine qui s'appelle la pompe à cordes, qui est un système très simple et qui est réparable par les villageois eux-mêmes et qui ont permis d'améliorer grandement l'accès à l'eau potable dans ces puits. La deuxième étape, ça a été construire des latrines de manière à ne pas polluer la nappe qui n'était qu'à 15 mètres de profondeur. Donc construire ces latrines, et les gens voulaient avoir une eau encore meilleure avec des forages qui sont à 80 mètres de profondeur. Et on a mis comme condition l'utilisation de ces latrines. Si vous les utilisez, nous ferons les forages. Donc les 2 forages viennent d'être terminés. Alors je vais terminer par cette question. Que pensez-vous de la politique de la France dans le cadre de l'aide publique au développement ? La politique de la France dans l'aide publique au développement, dont on parle souvent, et Jacques Chirac avait promis au début de sa mandature de doubler l'aide publique au développement dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Et à travers le collectif La Coalition Eau, nous avons fait une étude et nous avons vu que c'était en bonne voie. Donc nous étions très satisfaits. Mais on s'est aperçu que plus de 80% de l'aide publique au développement dans le domaine de l'eau et de l'assainissement n'étaient pas des dons, mais étaient prêts. Et quand vous voulez prêter, il ne faut mieux pas le prêter à des gens trop pauvres. Donc c'est plutôt à des pays à revenus intermédiaires auprès desquels vont ces dons. Ceci ne nous satisfait pas du tout. Je ne suis pas contre les prêts, mais il y a besoin de dons pour les pays les plus en retard sur les objectifs du millénaire. Donc voilà, je ne suis pas très satisfait. Et d'autre part, on s'aperçoit que les petites associations, les ONG, bénéficient très peu de cette aide publique au développement de la France. Moins de 1,5% de l'aide publique au développement de la France dans le domaine de l'eau et de l'assainissement passe par les associations. Voilà, c'est mon insatisfaction. Mais j'espère qu'on pourra rétablir des instances de concertation entre le gouvernement et la société civile qui, dans le domaine qui nous intéresse, ont été détruites les unes après les autres. Très bien, merci Christian d'être passé et bonne continuation à vous et à toute votre équipe. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de l'invité.